Voilà. Allez, environ 1 minute avant de passer à notre table ronde. Pour les personnes qui nous ont d'ores et déjà rejointes, bonjour à toutes et à tous. Prenez un petit café, vous avez le temps. Oui. Bonjour à tous les amis, merci de nous rejoindre ici même ce matin, 10h30 ici sur le salon de l'agriculture. Nous sommes le jeudi et ça fait plaisir bien sûr de vous voir fidèles aux tables rondes. Nous allons évoquer un sujet encore une fois, quels enjeux pour notre agriculture et notre alimentation. Il va y avoir un débat autour des conclusions d'un rapport, le rapport de l'agriculture du Shift Project. Alors on va vous expliquer ce qu'est le Shift Project pour le coup. Nous allons avoir autour de cette table pour l'expliquer Céline Corpel, chef de projet agriculture au Shift Project. Vous serez accompagné de Célia Morès, professionnelle de santé et ambassadrice Bleu Blanc Cœur. Nous aurons le plaisir également d'accueillir à cette table Loïc Evin, conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, c'est bien ça. Et puis bien sûr un des cofondateurs de Bleu Blanc Cœur, Jean-Pierre Pasquet. Alors vous connaissez bien sûr les fondements de Bleu Blanc Cœur, on prône la santé unique. D'ailleurs Pierre Veil a sorti son livre dernièrement, Une seule santé aux éditions Actes Sud. Pour le bien manger des sols, le bien manger des animaux et le bien manger des hommes, une seule santé. Nous allons bien sûr évoquer ce sujet et on va vous laisser d'ores et déjà la parole, Céline, avant de partir dans les échanges autour des résultats. Vous allez nous présenter les points clés du rapport Shift Project. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Peut-être en 2 mots préciser ce qu'est le Shift Project, donc, qui est une association qui a une quinzaine d'années. Et qui se veut un centre de réflexion sur le sujet de décarbonation de l'économie. Voilà, d'instruire la transition énergétique et climatique que tous les secteurs économiques doivent affronter. Et donc, depuis 1 an et demi, on a mené effectivement un projet concernant l'agriculture à échéance 2050. L'idée était d'imaginer comment on pouvait organiser à cette échéance les productions végétales et animales sur le territoire français. On a raisonné donc sur l'Hexagone, on n'avait pas les ressources suffisantes pour s'occuper aussi des Outre-mer. Donc une première partie de ces travaux a été de faire un diagnostic en fait, de la situation de l'agriculture française en termes énergétiques et climatiques. Donc on a en France un grand territoire agricole, c'est encore une chance, avec des contextes pédoclimatiques très différents qui nous permettent de cultiver beaucoup de choses différentes et d'élever aussi beaucoup d'animaux différents. Et tout ça est fortement en corrélation. Ces activités agricoles donc, sont à l'origine de ce qu'on appelle la biomasse agricole, dont on voit aujourd'hui qu'elle est aussi l'objet de nombreuses demandes et on pressent des conflits sur les usages à venir de cette biomasse. L'activité agricole, comme toutes les activités économiques, elle est aujourd'hui totalement dépendante des énergies fossiles. On est passé aux alentours des années 60 d'un monde qui vivait sur les énergies animales et humaines à un monde qui carbure désormais aux énergies fossiles, pétrole et gaz. Donc pétrole pour le carburant des machines. Essentiellement. Et puis le gaz, un petit peu pour des chauffages de bâtiments ou de serres, etc. Mais surtout pour la fabrication des engrais azotés minéraux
qui sont devenus un des grands piliers en fait, de l'agriculture contemporaine. En tout cas, qui sont un des grands déterminants de la productivité actuelle. Donc on a essayé dans ces travaux d'imaginer comment on pouvait affronter toute cette dépendance aux énergies fossiles dans un contexte de changement climatique, avec la nécessité d'adapter les productions françaises, comment on pouvait adapter les différents systèmes de production, et d'imaginer donc des scénarios à échéance 2050. Pour construire des scénarios, donc on a un certain nombre de leviers d'évolution, de transition à actionner. Ils sont connus. Ça concerne la fertilisation azotée, ça concerne la définition l'organisation de l'élevage, ça concerne l'énergie utilisée dans les machines. Ça concerne aussi le stockage de carbone. J'ai oublié de dire que l'agriculture, c'est quand même un des rares secteurs qui peut être un puits de carbone énorme à l'échelle du territoire. Il y a des études qui parient sur 30 à 50 millions de tonnes de CO2 équivalent par an, quand aujourd'hui on est à peu près à 74 millions de tonnes d'émissions. Donc voilà, donc c'est quand même des montants significatifs de potentiel stockage. Donc on a réfléchi à différents scénarios, et en gros les grands axes, c'est effectivement essayer d'aller vers une fertilisation azotée plus sobre, avec plus d'efficacité dans les apports, avec le recours à des légumineuses de façon plus importante. On estime qu'on peut multiplier par 3 les surfaces de légumineuses à graines, mais aussi légumineuses fourragères comme la luzerne, qui est une plante en plus qui est tout à fait, qui est assez résistante à la sécheresse. Concernant l'élevage, donc l'idée était de trouver le compromis entre la baisse des émissions de méthane, qui sont un des impacts de l'élevage de ruminants, mais l'élevage est aussi fournisseur de services, est aussi fournisseur d'externalités positives. Donc comment arbitrer entre la réduction des émissions de méthane, mais le maintien d'un grand nombre de prairies permanentes, de stockage, etc. Et aussi dans un objectif de résilience, d'aller vers des systèmes plus autonomes, plus pâturants, etc. Donc on propose aussi ça. Et puis donc des leviers de stockage de carbone, que ce soit par les haies, l'agroforesterie, et aussi des techniques culturales en échange qui permettent d'augmenter les taux de matière organique dans les sols, donc de stocker du carbone dans les sols. Donc ça fait partie des grands défis pour le coup à réaliser. Tout à fait. Et vous avez des recommandations d'ores et déjà qui arrivent à se profiler? Alors, notre travail s'est vraiment focalisé sur la question technique des choses, sur les questions physiques. On a raisonné en agronome, pas en économiste, ni en juriste, ni en politique. Mais on insiste quand même dans ce rapport sur la nécessité... en gros, on insiste sur le fait que les leviers de transition, ils sont connus. Reconnecter le monde végétal et animal, on sait le faire. Il existe encore des éleveurs... qui ont les savoir-faire, etc. Moi, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis aussi responsable d'une ferme. Je suis agricultrice, mais sur une ferme céréalière où il n'y a plus d'animaux. Autrefois, il y avait de l'élevage ovin. Et donc, c'était, on appellerait ça aujourd'hui l'économie circulaire. On associait des productions végétales, des productions animales, et la fertilisation des sols était assurée par la fumure animale. Donc ça, on l'a perdu avec l'apport des engrais minéraux, qui ont été quand même j'allais dire des produits magiques, parce qu'ils ont une puissance et une efficacité sans commune mesure avec ce que peut apporter une fumure organique. Néanmoins, ils n'apportent que des éléments minéraux. Ils n'apportent pas tout ce qui va avec le fumier, donc de la matière organique et tout un tas d'autres éléments dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Oui, tous ces leviers-là, en fait, on les connaît. La difficulté, c'est pour un agriculteur, pour un producteur qui voudrait s'engager ou pousser les curseurs plus loin dans son système, de ne pas prendre trop de risques, ou en tout cas de ne pas supporter le risque tout seul. Et ça signifie d'avoir un minimum de rentabilité, ou en tout cas un minimum de régularité de rentabilité. Voilà. Et aujourd'hui, on vit dans un monde avec beaucoup d'aléas, climatiques évidemment, mais aussi économiques, avec des variations de prix qui sont vraiment difficiles en tout cas qui empêchent de se projeter vraiment dans des stratégies de long terme, parce qu'on a besoin de réfléchir le long terme. Oui, il faut s'adapter aujourd'hui à ce qu'on vit déjà comme changement de saison, de météo, mais il faut aussi imaginer ce que ça peut être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, si on n'a pas de garantie d'une rémunération satisfaisante, d'une reconnaissance satisfaisante de ce métier, c'est compliqué quand même pour les producteurs. Tout à fait, d'autant qu'on parle en plus de ça aujourd'hui, d'impact santé, notamment pour l'être humain, pour l'environnement et les sols. Oui, tout à fait. Donc là, nous, on s'est concentré sur la partie
vraiment agricole. Tout à fait. Dans un deuxième temps, le Shift va instruire ces mêmes questionnements sur la partie agroalimentaire ou alimentation, et c'est dans ce cadre que les questions de santé seront plus approfondies. Oui. Donc pour l'instant, dans le rapport qu'on a publié, donc il est disponible en ligne, hein, tout est public, la retransmission de la présentation aussi. Et donc la question de santé, c'est peut-être mes voisins qui en vont en parler plus. En tout cas, on est tout à fait conscient et on défend dans ce rapport une baisse globale de la fertilisation minérale, une baisse globale des phytosanitaires, etc., dans l'idée vraiment de redonner toute sa place au sol. Tout à fait, effectivement. Alors Célia, on te laissera la parole tout à l'heure. Par contre, on va en profiter pour laisser la parole pour l'instant à Jean-Pierre Pasquet, qui lui aussi est éleveur. Tu es un des cofondateurs de Bleu Blanc Cœur, mais tu souhaites réagir d'ores et déjà à ce qui vient d'être dit. Oui, donc oui, bonjour à tous. Donc c'est intéressant d'avoir une vision à long terme dans nos métiers, parce que quand on enclenche des changements de transition écologique et tout ça, bien évidemment, il faut l'économie, il faut le côté social, il faut le côté aussi incitatif, parce que les jeunes qui vont arriver dans l'agriculture, le renouvellement des générations, il faut redonner du sens à nos métiers. Et je crois que c'est dans ce contexte qu'on peut avoir des pistes de ce que veut la société. Parce qu'à un moment, le monde de l'élevage, le monde des paysans, que ce soit en végétal, il faut qu'il ait un chemin. Et ce n'est pas un chemin, comme vous l'avez dit, vous avez donné l'exemple de l'engrais qui est spectaculaire quand vous le mettez, parce que mon père me disait, moi, à l'époque, on mettait un seau à l'hectare. À l'hectare, sur l'hectare de blé, un seau de 15 kilos. Et à l'époque, il me disait, et à la main, et quand on faisait une manque, il y avait une différence de ça entre les blés et les épis étaient beaucoup plus longs. Donc bien évidemment que ça a attiré tout le monde dans l'utilisation des engrais. Sauf que, comme vous l'avez dit, et là je vais me tourner vers... je vois un drapeau américain là, sur le... Et aujourd'hui, vous avez des gens comme M. Trump qui dit on va faire du gaz de schiste, on va faire tout ce qu'il raconte là depuis quelques temps. Et nous, en France, on a la meilleure agriculture du monde, on a les meilleurs éleveurs, parce qu'on a gardé les bocages, on a gardé dans l'élevage. Je dis souvent dans les communautés de communes, chez les politiques, on ne se rend pas compte du trésor qu'on peut avoir. Monsieur Trump, il veut aller voir le trésor de l'or, enfin l'or américain, vérifier s'il est bien là. Mais par contre, il continue à pomper le trésor de la Terre, qui est le carbone, le gaz de schiste, qui a été mis par la planète depuis des milliers d'années, et celui-là, il est en train de le dilapider. Mais on est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous. Et on s'aperçoit que l'argent est devenu la valeur. Et en fin de compte, tout ça, dans le monde paysan, on a besoin de remettre de la valeur, de la vraie valeur. La valeur, ce n'est pas le prix. La valeur, c'est une rémunération du producteur, un impact sur le sociétal, sur le territoire, maintien du tissu rural, et un impact sociétal, l'accessibilité à tous, à une alimentation saine et durable. Et donc, quand on fait ça, on se dit qu'en France, on est quand même pas mal. Hein. On est quand même pas mal. Mais il y a encore des choses à faire. Et Bleu Blanc Cœur, avec les 7000 producteurs qui nous ont rejoints, on arrive à prouver et à mesurer qu'on peut baisser de 20% l'impact carbone du lait, 21% sur les œufs, parce qu'on le mesure. Et je crois que le consommateur, le citoyen, il a besoin de cette mesure pour le rassurer dans son engagement. Parce que l'acte d'achat, vous l'avez dit, c'est ça qui va déterminer la production. On peut avoir le meilleur produit du monde dans nos fermes, si on n'arrive pas à le vendre, eh bien, on n'existe pas. Donc tout ça fait que tous nos débats, eh bien, ils doivent emmener les gens vers le long terme, le long terme, le long terme. Et pour y aller justement dans ce long terme, quels sont les leviers qui peuvent être mis en place, Loïc Évin, par les pouvoirs publics pour accompagner cette transition justement? Bonjour et merci pour votre invitation. Alors comme le Shift Project au ministère de l'Agriculture, on fait des rapports et on a produit un rapport, c'était en décembre 2023, sur les systèmes alimentaires durables, dans la perspective d'une réglementation européenne qui ne verra sans doute pas le jour à la suite des crises
agricole. Et on a insisté dans notre rapport sur l'importance à la fois de l'offre agricole et alimentaire et de la demande alimentaire. Et je veux rappeler quand même quelques chiffres qui sont assez vertigineux. La FAO a estimé à 10 000 milliards de dollars les coûts, ce qu'on appelle les coûts cachés de la malnutrition. Alors au sens large, c'est-à-dire les coûts liés à l'obésité, aux émissions de gaz à effet de serre pour 154 pays dans le monde. Et si on parle de la France, il y a une étude très sérieuse qui a été faite également sur les coûts directs et indirects de la mauvaise alimentation, donc de l'obésité en particulier, qui s'élève à 20 milliards d'euros pour la société chaque année. Et ces chiffres ne sont pas vraiment connus, mais je pense que c'est important de communiquer. Et nous, la conviction qu'on a dans notre rapport à laquelle on a abouti, c'est que le statu quo n'est pas possible. Et il faut effectivement faire la transition pour le climat, mais aussi pour la santé. Et je pense que ma voisine pourra le confirmer tout à l'heure. Et donc, il faut adopter ce qu'on appelle une approche systémique, c'est-à-dire qu'il faut englober toutes les politiques qui peuvent contribuer à l'amélioration de la santé globale, donc la santé humaine, animale, végétale, de la planète, de l'environnement. Donc c'est tout l'enjeu de notre rapport. Alors il y a plusieurs recommandations dans ce rapport, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux quand même insister sur un point. On parle beaucoup de durabilité. Quand on dit durabilité, je pense que les gens vont immédiatement dire c'est l'environnement. Non, la durabilité, ça a été défini il y a quelques années par la FAO, justement. Et il y a 3 piliers. La durabilité marche sur 3 jambes. L'environnement, l'économie et le social. Et on ne peut pas avoir une approche durable si on n'embarque pas les 3. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la crise agricole, où on parle de rémunération des agriculteurs qui considèrent qu'elle est insuffisante. Parce qu'il faut évidemment un modèle économique, une approche économique, une activité économique. Elle est durable que si elle est un minimum rentable. Donc ça renvoie aux questions de la valeur. Et alors, je vais retenir simplement 4 mots-clés dans notre rapport sur la production agricole, l'innovation, l'éducation et le plaidoyer. Je vais y revenir très rapidement, parce que je ne veux pas accaparer la parole. Sur la production, on rejoint assez ce que le Shift Project a écrit derrière nous. On a essayé de définir la durabilité de la production agricole dans 4 catégories de critères. Donc, une production agricole durable, c'est une production décarbonée, mais qui agit aussi pour la décarbonation, grâce à l'utilisation de la biomasse pour les énergies renouvelables, le voltaïsme, etc. C'est une agriculture diversifiée, multifonctionnelle et ancrée dans les territoires, donc ce qui renvoie à la biodiversité, à la santé des sols, etc. C'est une agriculture qui doit être sobre, sobriété en intrants, les engrais, les pesticides, les antibiotiques pour l'élevage, et également sobriété pour l'eau. Donc ça, il y a beaucoup de débats en ce moment sur l'eau. Et dernière catégorie de critères, c'est une agriculture qui doit être viable pour les producteurs et vivable, c'est-à-dire réconciliée avec la société, parce qu'on a beaucoup de débats, beaucoup de polémiques en ce moment dont il faudrait réussir à sortir. Deuxième catégorie, c'est l'innovation. Je pense qu'on peut compter, et il y a beaucoup, surtout ici, de stands qui montrent des innovations, mais ces innovations, il faut qu'elles se fassent en bonne intelligence entre les producteurs, les industriels et les consommateurs, pour éviter les polémiques dont je parle. Et donc, nous, ce que l'on préconise, c'est vraiment un débat public, une concertation préalable à l'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits qui provoquent des crises après coup, une fois qu'ils ont été mis sur le marché. Donc là, on pourra y revenir si vous voulez, mais il faut que les décisions soient éclairées, qu'elles soient prises en connaissance de cause, et il faut aussi réhabiliter la science. La science, il y a des vérités scientifiques et il y a toujours des incertitudes. Il faut accepter les deux. Il ne faut pas faire des contre-vérités ou des post-vérités. Bon, mais ça, c'est un vœu pieux peut-être. Et puis l'éducation, évidemment. Éducation à la bonne alimentation, mais aussi à la mauvaise alimentation. Il y a des études qui sortent, notamment sur les aliments ultra-transformés, qui sont quand même préoccupantes. Il y a une étude, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais Nutrinet Santé auprès d'une cohorte de 100 000 adultes, qui a été faite par les autorités de santé françaises et qui évalue à 10% le surrisque de cancer pour une augmentation de 10% d'aliments ultra-transformés dans la ration alimentaire. C'est préoccupant. Donc il faut
Il faut prendre ces choses-là de façon très sérieuse. Et il faut faire la chasse aux profils nutritionnels défavorables, très clairement. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la taxe sur les produits sucrés, qui a fait aussi polémique, qui est contestée par les producteurs. On peut comprendre la position des producteurs, mais là aussi, je vais encore donner quelques chiffres. Nos voisins outre-Manche, qui ont mis en place une taxe sur les sucres dans les sodas, ont constaté une réduction de 44% du taux de sucre entre 2015 et 2018 à cause ou grâce, ça dépend de quel point de vue on se place, de cette taxe soda. Et puis, je termine par le plaidoyer. Plaidoyer, c'est France vers l'Europe et l'international. Parce qu'on ne peut pas transitionner et être durable tout seul dans un monde ouvert. C'est absolument impossible. Et là, il faut évoluer. On a des règles du commerce international, l'OMC, qui datent de 1994 et qui sont, à notre avis, un peu obsolètes, compte tenu de l'accord sur le climat qui a été passé, de l'accord sur la biodiversité. Et les règles du commerce international ne prennent pas en compte ces accords. Donc, il faudrait modifier ces règles, mais par contre, avec ce qu'on entend chaque jour, les déclarations tonitruantes du locataire du bureau ovale à Washington, on a de quoi être inquiet sur l'avenir du multilatéralisme. Donc là, je ne suis pas forcément très optimiste, mais il faut rester optimiste. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Jean-Pierre, tu n'avais rien à rajouter puisque on verra après. D'accord. Célia, tu vas nous parler de la santé pour le fait. Quel lien est-ce que tu fais entre les pathologies les plus courantes aujourd'hui et les systèmes alimentaires actuels ? Alors, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par mon collègue, justement, donc du ministère, au niveau de cette alimentation ultra transformée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement voulu lutter contre l'insécurité alimentaire et avoir la sécurité alimentaire qu'on a des produits de plus en plus disponibles, mais de mauvais produits. Alimentation ultra transformée qui a augmenté. Ce qui signifie quoi? Que les produits sont plus riches en graisses saturées, en mauvaises graisses, au détriment de bonnes graisses comme les oméga 3. Que la charge glycémique des produits est beaucoup plus importante, ce qui fait que c'est beaucoup plus mauvais pour la santé. Et du coup, ça va avoir des répercussions au long cours. Parce qu'on ne se rend pas compte que finalement, on a tous peur des crises sanitaires. Mais le plus important, c'est cette crise silencieuse de cette consommation d'aliments ultra transformés qui va finalement bousiller, si je puis dire, notre microbiote. Or, un microbiote qui est en dysbiose, un mauvais microbiote qui n'est pas assez diversifié, ça va conduire à l'émergence de pathologies. Les pathologies actuelles, les pathologies cardiovasculaires, de l'hypertension, du diabète, de l'obésité, l'augmentation des allergies. Il y a des études qui ont montré, notamment les enfants sont les plus sensibles, mais il y a des études qui ont montré que la consommation régulière et trop importante d'hamburgers augmentait les risques d'allergie. C'est ça qui va être le problème. Et pourquoi? Parce qu'il y a des additifs, il y a de mauvais nutriments, etc. Donc on n'a plus les nutriments nécessaires pour avoir un bon microbiote, pour être en bonne santé et pour apporter à notre corps et à notre cerveau tout ce dont il a besoin. Le deuxième problème, et ça a été évoqué aussi par mon collègue Evler et par Céline aussi du Shift Project, c'est cette santé des sols. C'est-à-dire qu'en fait, on parle souvent d'alimentation santé en disant aux gens consommer des fruits et légumes, consommer ci, consommer ça. Mais si les fruits et légumes ont poussé dans un sol en mauvaise santé, si les ruminants, au lieu d'aller brouter de l'herbe, ils ont été nourris au maïs, au soja, ils ont moins d'oméga 3, ils sont en moins bonne santé, ça va se répercuter sur nous. Il y a un sociologue qui disait, Poulain notamment, nous sommes ce que nous mangeons. Et c'est ça, on va incorporer ce qu'on mange. Et finalement, si un ruminant il est en train de brouter de la vraie herbe, c'est meilleur pour la santé parce qu'il va avoir un apport d'oméga 3, il va avoir tout ce dont il a besoin pour lui bien vivre et pour nous transmettre ce phénomène-là. Donc c'est pour ça que ça va être important, notamment de consommer des produits bleu blanc cœur. C'est pas pour rien que j'ai décidé de les rejoindre en tant qu'ambassadrice. Pourquoi? Parce que justement, les poules, les ruminants, tout ça, il y a vraiment une alimentation qui va être riche en oméga 3 et qui va être très utile pour nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 95% de la population manque d'oméga 3
Et aussi, il y a aussi un autre problème au niveau des légumineuses qui ne sont pas assez consommées. Il y a des problèmes de diversification du sol. Donc, en travaillant tous ensemble, un sol en bonne santé, c'est des animaux en bonne santé. Des animaux en bonne santé, une alimentation saine, ce sont des hommes en bonne santé. La prévention de santé est très utile. Ça éviterait ce trou de la sécurité sociale. Ça éviterait évidemment les problèmes des maladies et qui sont coûteuses au niveau même de la santé pour les personnes. Et je pense que mon collègue agriculteur va pouvoir évidemment expliquer ce que le sol en bonne santé, un bon microbiote du sol, comment faire pour justement que ces animaux soient bien nourris et nous aussi par la même occasion. Merci Célia, tu fais la transition du fait. Vas-y Jean-Pierre. Oui, mais c'est vrai, on a déjà parlé un petit peu en amont de la table ronde. C'est pour ça que la transition, c'est vrai que il y a des règles, vous l'avez dit, il y a les règlements. Nous, il y a 25 ans, par exemple, pour faire bouger les lignes à Bleu-Blanc-Cœur, on a décidé d'interdire l'huile de palme dans nos cahiers des charges. Ça veut dire qu'il y a 7000 paysans sur le territoire français qui ne mettent plus d'huile de palme dans l'alimentation de leurs animaux. Parce que l'huile de palme, elle rentre dans l'alimentation des animaux parce que c'est l'énergie la moins chère. Voilà. Donc, il faut se donner les moyens de ces objectifs. Et c'est ça qui manque un petit peu. Et je crois que l'exemplarité de certaines démarches, elles peuvent amener les autres à réfléchir sur ça. Quand vous aviez le paysage d'élevage en Mayenne, si à chaque fois qu'on supprime un éleveur, c'est la charrue qui vient dans les prairies et le carbone qui repart et ainsi de suite. Voilà. Donc on a un moment oublié que les moyens devaient être à la hauteur des objectifs. Je vous donne juste une petite anecdote dans ma ferme. Avec ma femme, à un moment donné, on a une route et on a décidé de garder des arbres le long de la route. Ils poussent tout seuls, il n'y a pas besoin de les planter. Hein. Bon, il y a des plantations qui sont subventionnées, c'est très bien. Mais les petits chênes, les oiseaux se chargent de le faire. Donc le long de notre pâture, on s'est dit, on va garder les petits chênes qui poussent naturellement. Donc j'avais mis un tuteur, un bout de bois pour que les pareuses du département fassent juste un petit coup de joystick pour éviter le petit arbre parce qu'ils ne le voient pas dans l'herbe. Je suis parti en réunion Bleu-Blanc-Cœur, je ne sais pas où, et je reviens le soir, et tout était broyé, les tuteurs, tout était broyé. Ah, je me dis, mais je suis fou, je vais retrouver le lendemain matin le chauffeur qui était 1 kilomètre plus loin. Je lui dis, c'est toi qui as fait ça hier? T'as pas vu les trucs? Bon, non, je n'ai pas fait attention. Mais je dis, je suis sûr que tu es en plus sensible à l'écologie, tout ça. Donc j'étais fâché contre quelqu'un. Et en revenant dans la voiture, en revenant dans la ferme, je me suis dit, mais Jean-Pierre, c'est toi qui est pas bien. Tu t'es pas donné les moyens de tes objectifs. Et l'année suivante, vous savez ce que j'ai fait l'année suivante? Pour pas que ça se reproduise, ben, j'ai mis un poteau en bois comme ça. Sur chaque arbre, tous les 10 mètres. Et là, le gars, il a eu peur de casser sa machine. Et ben, mes arbres aujourd'hui, ils sont comme ça. Voilà. Donc, donnons-nous les moyens de nos objectifs, fixons les objectifs avec toutes ces études, la santé. Et moi, sur la santé, pour rebondir sur la santé, ma grand-mère, elle mettait de la biodiversité dans son alimentation, sur le feu de bois, les orties le matin dans la soupe et ainsi de suite. C'était le jardin, c'était du local, c'était du... Voilà, ça avait une importance. Et à chaque fois qu'on allait chez elle ou qu'on partait, la parole, c'était surtout bonne santé. Donc, ils avaient compris la valeur de la santé. Et là, on l'a oublié. On a oublié que c'était l'alimentation, notre première santé. Et à Bleu-Blanc-Cœur, bah, c'est notre challenge d'expliquer. On est ce qu'on mange, vous l'avez dit. Et ça part, on va figer dans la terre, dans la santé de la terre, dans la santé des animaux. On va figer quelque chose, même si on fait des produits transformés après, on va figer quelque chose qui est hyper important pour derrière. Et notre rôle, c'est de le mesurer et de l'expliquer. Et à chaque fois qu'on arrive à le faire, bah, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas les choses bien. Sauf qu'il faut convaincre, il faut continuer, vous l'avez dit, il faut le plaidoyer, il est très important. Et après, on doit appliquer des moyens qui correspondent à nos objectifs.
Tout à fait, on l'a bien compris. Quelles seraient justement les actions prioritaires à mener là, sur les 5 ans à venir? Quels sont les poteaux qu'on doit ancrer dans le sol là? Pour tout le monde, hein, cette question. Moi, je vais juste répondre en 2 minutes. Déjà, arrêtez d'opposer tous les systèmes. Parce que ça, c'est la spécialité de nos, entre guillemets, de nos interprofessions. Entre eux, elles se bagarrent entre eux, alors que la bagarre, elle n'est pas là. Elle est sur des enjeux comme ça. Donc, mettons-nous autour d'une table. Prenons ce qu'on fait déjà de bien. Mettons-le en avant, en incitation positive pour les éleveurs et les paysans. Pas en réglementation. La réglementation, ça embête tout le monde. Parce qu'on cherche toujours à chercher la piste. L'incitation positive, ce qu'on a fait sur le territoire de Vitré avec la démarche écométhane de Bleu-Blanc-Cœur, on a été voir la communauté de communes. Il y a 6 éleveurs qui sont dans la démarche Bleu-Blanc-Cœur. Il y en a 640 sur le territoire. Est-ce que politiquement, on peut trouver une incitation positive en rémunérant le CO2 économisé dans l'exploitation? Dans mon élevage, moi, 65 vaches laitières par an, c'est l'équivalent de 300 000 km de voitures économisées. Je dis, ce CO2-là, c'est pour le territoire aussi. Et donc, si vous me rémunérez pour cette partie-là, ça va me faire du bien, ça va me faire une reconnaissance et ça va inciter mon voisin à venir. Eh bien, en 2 ans, on est passé de 6 à 36 ou 37 éleveurs sur le territoire. Ils ont mis un budget de 100 000 € et nous, on rétribue 80% de ce budget-là aux éleveurs suivant leur compteur et suivant leurs mesures. C'est-à-dire celui qui vient et puis qui fait pas trop d'efforts, il aura un peu moins que celui qui fait plus d'efforts. Donc la mesure, et là le territoire, il a été récompensé au ministère de l'Agriculture hier soir. Là. Ils ont eu le prix PNA pour la politique du territoire, PAT, voilà. Et je trouve ça génial. Ça, c'est l'exemplarité qui peut essaimer dans les territoires. Et après, nos gens des ministères, quand ils verront ça sur le territoire, sur le machin, ils vont dire faut qu'on mette la règle. Donc, moi, c'est ça comment je vois l'agriculture et les moyens. Loïc Évin, quelles sont justement les actions prioritaires? Alors, c'est vrai, on parle beaucoup de réglementation, on critique beaucoup la réglementation en ce moment. Alors moi, je suis du ministère, donc je ne peux pas trop la critiquer. Mais je veux quand même rappeler que quand on dit, et vous l'avez dit, et on est fiers de dire que l'agriculture française est la meilleure du monde, la plus sûre, etc., c'est quand même un peu grâce à la réglementation. Bon, donc, donc je relativise. Mais la priorité, là, je reviens sur le plaidoyer, elle est vraiment dans la préparation de la future politique agricole commune. Vous savez que 2027, c'est un nouveau cycle et la négociation va démarrer maintenant. Le commissaire européen a donné sa vision, le nouveau commissaire européen, sa vision pour l'agriculture à la suite du débat qui a eu lieu à la suite des crises agricoles en France et aussi dans l'Union européenne. Et donc l'enjeu, il est vraiment d'essayer de faire en sorte que cette future politique soit aussi intégrée que possible et qu'elle ne soit pas uniquement agricole. Il est vraiment important de mettre de la cohérence dans toutes les politiques entre l'agriculture, le commerce, je parlais du commerce international tout à l'heure, la politique environnementale, la politique de l'alimentation. Et donc, bon, la proposition qu'a faite M. Hansen, elle est quand même, elle donne des perspectives, même si elle ne va pas aussi loin que ce qui était proposé par la précédente commission dans ce qu'on a appelé le pacte vert et la stratégie Farm to Fork de la fourche à la fourchette. Mais il faut vraiment progresser dans ce sens-là. C'est inévitable si on veut assurer la transition. Et puis au niveau français, il y a un acronyme un peu bizarre qui s'appelle la SNANC, Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, qui découle de la loi climat et résilience de 2021. Et cette SNANC, elle est pour l'instant cours de discussion interministérielle. Et l'objectif, c'est ça, c'est bien d'associer les enjeux d'alimentation sur les enjeux de santé et de rendre cohérent la politique au niveau national. Donc espérons que la SNANC, elle sorte assez vite et qu'elle vive bien en interministériel et avec tous les acteurs concernés. Et comment on pourrait renforcer la mobilisation des citoyens avec les entreprises, avec les éleveurs, etc., pour que justement on puisse, pourquoi pas, associer toutes nos compétences et nos savoirs, tant qu'à faire. La mobilisation, oui, c'est un enjeu, et c'est vrai, entre incitation et obligation. On a
quand on parle de transition écologique, on pense beaucoup à écologie punitive et toutes ces choses qui font peur et qui rebutent. Donc il faut essayer de dépasser ça, très clairement. Donc il faut essayer de convaincre. Et puis il faut aussi, et là je reviens sur la chaîne alimentaire et l'offre et la demande, il faut que les efforts de transition soient répartis équitablement entre tous les maillons de la chaîne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit beaucoup, et c'est quand même vrai, que ce sont les agriculteurs qui doivent supporter les efforts qui sont ensuite valorisés par toute la chaîne de transformation. Donc il faut partager. Il n'y aura pas de transition juste et efficace. Non, il n'y aura pas de transition efficace s'il n'y a pas de justice sociale ou socio-économique. Bien sûr. Jean-Pierre, vas-y. Et associer tous les territoires, tous les emplois, enfin, nous on est dans une zone où il y a beaucoup d'agro... des transformateurs et ainsi de suite. Ouais. Agroalimentaire, voilà, j'y suis. Je vais juste rebondir, et puis après on donnera la parole, et puis je ne reprendrai pas la parole parce que j'ai Pourquoi je parle que la réglementation? Parce qu'au mois de novembre, là, j'ai eu un contrôle. Je vous donne cette anecdote-là parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. J'ai eu un contrôle donc, sur les bandes enherbées. Moi, j'ai à peu près 2 km de rivière. Et donc, on a des bandes enherbées qu'on doit laisser des 10-15 mètres le long des rivières pour pas que le citoyen il a une eau qui est dégradée, tout ça. Donc, ça fait des années qu'on fait ça. C'est la réglementation. On est d'accord. Au mois de novembre, j'ai eu 2 personnes qui sont venues contrôler chez moi ça. Donc, et ils sont allés donc faire le tour de la ferme, ça. Et vous savez pourquoi ils m'ont mis une non-conformité? Parce que sur mes bandes enherbées le long de la rivière, il y avait des ronces et des orties qui étaient venus sur la bande enherbée. Le gars, je lui dis, non mais c'est une blague, parce que ça c'est de la biodiversité. Oui mais monsieur, la réglementation, elle nous dit, c'est bandes enherbées, c'est de l'herbe. Et vous savez, attendez monsieur, et en plus il m'a dit, je suis obligé de vous signaler à la préfecture. Ça s'est passé au mois de novembre là. Le gars, je l'ai regardé, j'ai dit, toi, moi j'ai 64 ans, c'est mon 3e contrôle. Il va rien se passer, mais il y avait un jeune qui était avec lui. Je lui ai dit, par contre, toi, est-ce que tu valides ce que ton formateur est en train de faire? Parce que là, j'attendais une réaction. Et là, le jeune m'a dit, bah ouais, mais c'est le règlement. Non mais voilà, on vit ça. Je lui ai dit, vous allez prendre des coups de poing, des machins, parce que vous arrivez dans une exploitation où il y a une pression. Déjà le courrier, la pression que ça met du contrôle. On te demande 3 ans de comptabilité, 3 ans de cahier de fertilité. Et en fin de compte, j'ai appris il y a 10 jours, à 20 km de chez moi, qu'un inspecteur s'est pris un coup de poing. Et le gars était cherché son fusil en disant « Dégagez, sinon je vous fume ». Et c'est le même. Et en fin de compte, le pauvre paysan, là, demain, il va être au tribunal. Mais cette personne-là, elle a cherché, entre guillemets, elle a provoqué. Et cette réglementation, il faut faire attention dans l'application de la réglementation. Voilà. Donc je voulais vous l'évoquer parce que ça me fait peur pour les jeunes. Ça me fait peur pour les jeunes. On comprend bien effectivement la pression qu'il peut y avoir et tous les cas similaires qu'il peut y avoir. Loïc, vous vouliez rajouter quelque chose, non? Célia, alors concernant effectivement les actions prioritaires et la mobilisation des citoyens, tu avais certainement quelque chose à dire. On te laisse parler. Alors effectivement, je voudrais rebondir sur tout ce qui a été dit. Déjà, une des premières choses à faire, c'est probablement de diminuer effectivement la part qu'on peut trouver dans les supermarchés, dans les magasins, des aliments ultra transformés. Parce qu'évidemment, là, c'est une catastrophe. Expliquer aux gens que bien manger ne coûte pas forcément plus cher, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle du batch cooking, on peut préparer à l'avance. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées pour expliquer qu'un aliment sain, finalement, ne coûtera pas plus cher, notamment puisque ça va avoir une action de prévention santé. Donc, ils vont être en meilleure santé. Ce qui va dire qu'ils vont avoir moins besoin de se soigner. Donc même pour eux, ça va leur coûter moins cher en termes de coût de vie quotidienne. On parlait effectivement là du problème des ronces, mais effectivement la biodiversité est très importante.
les sols sont très importants. Plus ils sont biodiversifiés, plus finalement ils seront en bonne santé. Et le problème que j'ai pu lire dans certains articles aujourd'hui qui alliaient santé et justement développement durable, problème des sols, agriculture, c'est qu'on est souvent en monoculture ou culture intensive de quelque chose et qu'il n'y a plus cette diversité qui fait que il y a un problème. À ce moment-là, ça va être ça. Et comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, c'est d'éduquer les gens. Première importance, éduquer les gens, leur expliquer, leur apprendre à lire peut-être les étiquettes pour leur expliquer que le poulet qu'ils vont acheter est un poulet qui vient de France et non pas un poulet de volaille pondeuse qui vient d'on ne sait où. Parce qu'en plus, non seulement ils n'auront pas les nutriments qu'il faut, mais en plus, ça va leur occasionner des problèmes de santé. Ça va être effectivement de diminuer peut-être tout ce qui est fait, gaz à effet de serre, etc. Et évidemment, le problème de l'huile de palme et des déforestations qui ont en plus augmenté les maladies que sont les zoonoses, parce que les animaux sauvages se rapprochent des villes, donc problème. Et effectivement, que tout le monde dialogue ensemble, et nourrir évidemment, et ça c'est une condition sine qua non, comme le font les agriculteurs bleu-blanc-cœur, c'est notamment nourrir les animaux avec un apport d'oméga 3 supplémentaire, puisqu'on sait aujourd'hui que 95% de la population en manque. Et ça va être important puisque ça ne suffit plus. Donc vraiment bien se nourrir et vraiment travailler tous ensemble. Donc diversifier les cultures, diminuer la part d'aliments ultra transformés, une meilleure traçabilité pour que le consommateur puisse s'y retrouver et effectivement avoir les réponses à ces questions et consommer en toute connaissance de cause, quoi. C'est-à-dire pas tout et n'importe quoi. Merci beaucoup Céline. Céline, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qui a été dit déjà concernant le lien entre la vie du sol, les micro-organismes du sol et le microbiote. On a fait en santé végétale ce qui s'est passé en santé humaine, c'est-à-dire qu'on a utilisé des molécules qui étaient merveilleuses, qui étaient magiques, qui marchaient bien, qui s'appellent antibiotiques en santé humaine et qui s'appellent pesticides ou phytosanitaires en santé végétale, mais c'était le même principe, une maladie ou un ravageur, une molécule. Voilà. Et là, on découvre à quel point on est allé trop loin dans ces systèmes. Donc les antibiotiques, vous savez, c'est plus automatique. Et bien, les phytos, c'est pareil, c'est plus automatique. Et on retrouve vraiment dans les champs cette attention portée au sol. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un courant. Moi, ça fait 20 ans que je m'occupe de la ferme. On n'en parlait pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas un territoire de France où on ne parle pas de la question du sol. Donc ça, c'est super. Après, oui, je suis d'accord sur tout ce qu'a dit Célia. Et moi, j'aime bien insister sur la nécessité d'informer le consommateur. Et aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'informations quand on achète quelque chose, ou pire, quand on va au restaurant ou à la cantine, sur l'origine des produits. Et effectivement, ce qui est produit en France, c'est toujours qualitativement mieux que ce qui est importé, à produit équivalent, bien sûr, et on n'a pas forcément cette information. Pire, on n'a pas forcément le droit d'afficher l'information pour certains produits. C'est un point important. Voilà. Donc moi, je milite pour que, collectivement, je pense que ça intéresse tout le monde de savoir d'où vient Alors ici, on sait d'où ça vient quand on est sur un stand, mais parce que ça, c'est un vrai souci. En supermarché, le client est quand même est plus sensible à la provenance de ce qu'il achète. En restaurant, en cantine, on a moins l'info et on ne fait pas forcément attention. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une obligation d'affichage de l'origine des viandes, de certaines viandes, c'est en train d'évoluer, etc. Mais pour tout un tas de produits, je pense aux produits laitiers, des choses comme ça, on n'a pas forcément. Donc à défaut de l'imposer aux fabricants, aux distributeurs, etc., il faut le réclamer et je pense que quiconque, donc on a des tas de démarches de commerce équitable qui existent. Il y a différentes choses qui se passent. C'est même triste d'en arriver à devoir faire des démarches de commerce équitable pour des productions françaises en France. C'est quand même se dire qu'on n'arrive plus à rémunérer correctement les producteurs locaux. Et on est obligé de passer par ces démarches. Donc c'est très bien, ces vertus, elles existent, mais c'est quand même dommage d'être obligé d'en arriver là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des sujets importants. Et puis pour finir, donc je suis tout à fait d'accord concernant l'incompatibilité entre la libéralisation des échanges de matières premières agricoles depuis donc, les accords de Marrakech et toutes les suites et les exigences climatiques et environnementales européennes et encore plus françaises. Donc il y a vraiment un problème là sur ce libre marché. Il a eu plein d'effets positifs, mais il y a ces effets délétères contre lesquels on n'arrive pas à lutter. Donc militons aussi pour des vraies clauses miroirs, c'est-à-dire que si des produits sont interdits en France, et à juste titre parce qu'ils sont vraiment toxiques,
cessons de les manger quand même parce qu'on autorise leur importation. Voilà. Parce que là, on met vraiment en danger la santé des populations à accepter de laisser entrer sur le territoire français et européen, mais surtout français, des produits traités avec des molécules vraiment dangereuses. Voilà. Merci beaucoup Céline. Voilà, c'est ainsi que nous allons terminer cette table ronde. Et on se voudrait rassurant malgré tout, parce qu'ici, pour notre part, sur le Salon de l'Agriculture, on est ici avec les populations, qu'ils soient consommateurs, acteurs de la consommation ou même membres politiques, etc. Eh bien, tous créent petit à petit un lien malgré tout, un lien de cohérence et de cohésion. Donc nous sommes toutes et tous des consommateurs, mesdames et messieurs. Bon appétit en bleu blanc cœur. À la prochaine.